Luc Dupont est professeur en marketing à l'Université d'Ottawa. On a pensé que s'arrêter sur l'institution qui a été Tim Hortons, qui fête ses 50 ans, c'est une bonne idée. Bonjour, Monsieur Luc. Salut, Gilles. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Parle-moi de Tim Hortons. C'est gigantesque quand même. Oui, oui. En fait, quand on réfléchit au Canada, c'est le plus grand succès dans le secteur de la restauration. Là. Je sais pas si t'en vois d'autres. Canadien, j'en vois pas d'autres. C'est incontournable. Je dirais même que c'est notre orgueil à nous. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que souvent les Canadiens qui, par exemple, vont vivre aux États-Unis vont parler systématiquement de Tim Hortons. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'éventuellement, on a fini par ouvrir des Tim Hortons aux États-Unis. On est maintenant rendu en Grande-Bretagne, en Irlande, en Écosse, à Dubaï. Donc, on est en très, très grande je ne savais même pas. Aux États-Unis, oui, mais je ne savais pas qu'on avait traversé l'Atlantique. Oui. Ce qui fait dire, évidemment, aux actionnaires qu'il reste le potentiel de croissance, il est énorme. C'est 3,1 milliards de dollars de revenus en 2012. C'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés. Quand même. 4304 restaurants en juin 2013, 70 000 employés au Canada. Pour être certain qu'on comprend tous de quoi on parle, qui est-ce qui nous écoute actuellement dans sa voiture qui est pris là dans la circulation, qui a jamais tenu dans sa vie une Timbit? Hein? Tout le monde en a mangé une Timbit, Jules? Oui. Oui? Non? T'es pas sûr? Non, moi, parce que ma tête est folle. Hein. Moi, je suis toujours à double sens. Fait que Nico me regarde, dit non, fais attention, Timbit, non. Mais je pensais que je parlais d'une tasse. Je parle d'alimentation. Ben oui. Plus de franchises au Canada que McDonald's. Oui? Oui. Ce qui faisait dire à certains observateurs qu'au fond, Tim Hortons, c'est un pub sans alcool. Et quand on parle de marque reconnue au Canada, la marque la plus connue, c'est évidemment c'est Tim Hortons. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, les Canadiens sont devenus les plus gros mangeurs de beignes au monde, même si, avec le temps, Tim Hortons s'est également éloigné de ce positionnement-là. J'allais dire on en vend moins, mais on en vend encore. On en mange encore beaucoup. C'est un restaurant sur 10 au Canada qui est dans le beigne. Donc, c'est pas négligeant. Je comprends. Puis ça doit être assez payant. Mes deux derniers petits chiffres, et après ça, on essaiera de comprendre comment tout ça est parti. C'est 23% de tous les revenus générés dans l'industrie de la restauration au Canada. Et c'est 62% du marché du café vendu dans les restaurants au Canada. Ça explique probablement pourquoi Starbucks et McDo mettent tant d'efforts sur leur café. Oui, et Starbucks étant le compétiteur, évidemment, numéro 1 avec McDo, effectivement, parce qu'on s'est aperçu avec le temps, ça ressemble un peu à la radio, finalement, Gilles, que le matin est très important. Il faut que ça parte forte. Okay. Ça part fort, et tout le reste va suivre par la suite. D'où les services à l'auto très, très fréquents. Oui, aussi. Et là, ce qui est amusant, c'est que lui raconte dans sa biographie, que j'ai lu également pour les circonstances, quel professionnalisme. C'est incroyable. Professeur Dupont, vous avez pris le temps où? Vous avez trouvé ce temps-là où? J'ai même lu la bio, je suis très sérieux. Et ce qu'il raconte, c'est qu'à un moment donné, il était en Floride en voyage. Et il remarque que les nouveaux géants de la restauration rapide ont non seulement une case de service à l'auto, mais deux. Alors, dès qu'il va revenir lors de la rencontre annuelle avec les franchisés par la suite, il va dire, je vous annonce qu'on va désormais avoir 2 lignes dans bien des cas pour le service à l'auto. Alors, première réaction de certaines de ces personnes-là, c'est pas une bonne idée, ça va diminuer les ventes à l'intérieur du restaurant. Et ce qu'on va constater assez rapidement, que c'est exactement l'inverse. Ça change rien, en fait. Et on vend plus, on vend plus de café à l'heure qu'on en vendait. Et comme on n'occupe pas l'espace à l'intérieur, ben, ça vient pas réduire les revenus à l'intérieur. Pour les gens qui nous entendent, il faudrait peut-être remonter la petite histoire. Tim Hortons, c'est qui? Nous autres, on le sait parce qu'on nous l'a expliqué. C'est lié à notre sport national. Oui, Tim Hortons, c'est un joueur de hockey. Quoique, je prétendrais que la plupart des gens qui nous écoutent actuellement, ou bien le savaient pas, ou bien ça n'a pas d'importance, ou bien t'as pas le sentiment quand tu entres dans un Tim Hortons que c'est une patente qui a été montée par un joueur de hockey. Pas la cage au sport, là. Non, c'est pas la cage au sport. Et dans 2 instants, je te parlerai de la personne qui, à mon avis, a joué le rôle le plus important, qui est pas Tim Hortons, soit dit en passant, même si lui a donné son nom à la chaîne, parce que Tim Hortons, c'est un gars qui, alors c'est un joueur, c'est un défenseur des Maple Leafs de Toronto, qui va gagner 4 Coupes Stanley, qui va malheureusement se tuer dans un accident de voiture. Et là, très rapidement, on va devoir trouver quelqu'un qui va prendre en main cette entreprise-là. Mais c'est lui qui avait parti à la baignerie, je comprends bien. C'est lui qui avait parti la baignerie avec un autre monsieur. Ce qui est amusant, en fait, l'autre monsieur est un Québécois qui est décédé, je crois, il y a quelques années à Jonquière, je ne veux pas me tromper, et qui, l'espace d'un instant, a vécu à Hamilton, avait déjà eu des contacts avec les gens de Vachon,
la firme que l'on connaît du Québec. Et lui, ce qu'il avait remarqué en travaillant avec les gens de Vachon, c'est que il y avait du potentiel pour les beignes et pour les sucreries. Évidemment, puisque le gars travaillait et suivait très près les activités de Vachon. Alors, ce qu'il va offrir à l'époque à ces gens-là, c'est d'ouvrir des beigneries. Parce que lui revient d'un voyage dans le Maine aux États-Unis et il dit qu'il est tombé sur un nouveau type de magasin qui vend des beignes et qui vend du café. Vachon va refuser d'embarquer avec lui parce que il se dit, si on est dans le beigne, peut-être qu'on va gâteau. Exact. Alors, c'est niaiseux pareil, ils peuvent le regretter aujourd'hui, d'après moi. Oui, je pense qu'il le regrette énormément. Alors, ce gars-là dont je te parle, c'était Jim Charad ou Charade, je sais pas comment tu le prononces. Et devant ce refus-là, il va se retrouver à Hamilton et par accident, à un moment donné, il va croiser, pendant qu'il se fait couper les cheveux, il va croiser Tim Horton. Et c'est là que Tim Horton va lui dire j'aurais le goût peut-être de faire autre chose, je suis déjà avec Dairy Queen, mais le problème avec Dairy Queen, c'est que je vends l'été, mais c'est très saisonnier. Et Tim Horton est aussi possède aussi des concessionnaires automobiles. Alors, tu vois que c'est un gars qui comprend que sa carrière est pas éternelle. Au fond, ce serait le deuxième job, dans le fond. Oui, ce serait le Marc Tardif de la place, qui comprend, qui est assez intelligent pour comprendre, pendant qu'il joue au hockey, qu'un jour, ça va arrêter et qu'il faudrait, conséquemment, qu'il prépare son après-carrière. Alors, c'est là qu'il va dire, tiens, on lance une beignerie. Il va en lancer une première. C'est encore aujourd'hui une beignerie qui est ouverte, qui porte encore le nom de Tim Horton. Et on va retrouver initialement dans cette beignerie-là le visage, la photo de Tim Horton dans un chandail des Maple Leafs de Toronto. Et malheureusement, donc, je te disais que Tim Horton va décéder. Et là, on se retrouve un peu coincé. Il faut, au fond, trouver quelqu'un qui va s'occuper de cette entreprise-là. Et c'est là qu'arrive Ron Joyce. Et tiens-toi bien, parce que le cliché, jusqu'au bout, il va tenir la route. Ron Joyce, dans une autre vie, c'est un policier. Alors, tu devines qu'il est entré en contact avec Tim Horton par l'entremise des beignes. Pour ceux qui se posent la question, ce clin d'œil-là, qu'on fait toujours ce lien-là entre la police et les beignes, je me plais toujours à le rappeler. Pendant très longtemps, au Canada, les seuls restaurants qui étaient ouverts 24 heures sur 24, c'était les beigneries. En d'autres mots, le policier qui, quelque part à 3 heures du matin, avait faim, avait pas le choix. Un Duncan, là, il n'y avait pas le choix, effectivement. Alors, Ron Joyce arrive. Et lui, il a besoin de sous. Éventuellement, par un coup du destin, va se retrouver avec Harold Ballard, le même Harold Ballard qui a possédé les Maple Leafs de Toronto, qui va lui offrir de co-signer un prêt. Alors, il va à certains égards l'endosser. Petite parenthèse ici, je me dois de faire une parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas Harold Ballard, le personnage. C'est le genre de gars qui avait signé à un moment donné les Beatles pour un show. Et lorsque les Beatles ont fini leur premier show, il leur a dit, j'ai vendu des billets pour un deuxième show. Donc, donnez-vous une pause d'à peu près 2 heures, puis on part. Harold Ballard, c'est le gars qui, avant le show des Beatles, demandait à ses responsables du Maple Leaf Garden de monter le thermostat au maximum, de couper tous les abreuvoirs et de tripler le prix des bières. Juste pour qu'on comprenne bien de qui on parle ici. Alors, c'est un gars qui avait pas... C'est un malade. Ouais. Qui a d'ailleurs eu des petits problèmes avec la justice éventuellement. Oui. Et Harold Ballard, c'est aussi le gars, lorsque la Ligue nationale avait dit à un moment donné, désormais, on va mettre les noms des joueurs sur les derrières de chandail. Lui était contre. Parce qu'il disait, quand je vends mon magazine, ça va compliquer les choses parce que des fois, il y a un joueur qui change de numéro dans une game par rapport à l'autre match. Hein, tu te souviens à l'époque des Nordiques, Gilles? Oui. Je sais pas, mettons... Ne joue pas ce soir! Lafrenière, tiens. Je me souviens de Lafrenière, il changeait souvent de chandail. Alors, Ballard, qui est un gars pas particulièrement comique, avait dit, parce que là, on lui avait donné une amende, avait dit, OK, je vais les mettre, les noms sur les chandails. Alors, ce qu'il avait décidé, c'est que lorsque les Maple Leafs jouaient à domicile avec le chandail blanc, les lettres seraient blanches. Et lorsqu'ils jouaient à l'étranger, ils jouaient avec un chandail bleu, les lettres seraient bleues. Donc, parenthèse, Harold Ballard a joué un certain rôle à un moment clé dans le développement de Tim Horton parce que Ron Joyce avait besoin d'un chèque rapide et c'est Harold Ballard qui a accepté de co-signer. Ça a dû être payant pour Ballard parce qu'il a dû ramasser 2-3 pièces après. J'arriverai, oui, ça me surprendrait effectivement qu'il ait fait. Simplement gentiment. Maintenant, Ron Joyce est essentiel là-dedans parce que Tim Horton, c'est un joueur de hockey, mais c'est pas un génie de la business. Et quand Ron Joyce prend le contrôle de Tim Horton, spécialement au moment où
où Tim Horton va décéder dans son accident de voiture. Assez jeune quand même, Tim Horton, il avait pas 50 ans. Non, il n'y avait pas... je te dirais que nous sommes en 74 qui meurt. Nous sommes... Oui, c'est 174. Faudrait vérifier. 45 met du temps à l'oreille. Il avait 44 ans quand il est mort. Donc, oui, puis je crois qu'il jouait toujours aussi. Et c'est en revenant d'un match... qui s'était déroulé à Buffalo. Okay. Là, je fais mon... Comment s'appelait le gars là, dans le temps qui se souvenait de... Jerry Rochon? Oui, c'est ça. Je pourrais peut-être rajouter aussi que Horton se sauvait de la police. Oui, c'est la police qui a sauvé son Je pourrais ajouter autre chose aussi, mais je pourrais ajouter que la voiture lui avait été donnée en cadeau de signature de contrat par Punch Imlach, qui par la suite l'a toujours regretté et qui disait souvent, si j'y avais pas donné cette voiture-là qui allait très vite, peut-être qu'il se serait pas tué. Donc, fermons la parenthèse. Okay. Ron Joyce comprend 2-3 choses en prenant le contrôle de Tim Horton. Un, c'est que le hockey, ça peut pas devenir l'argument clé pour vendre des beignes à ce moment-là. Et c'est toujours une beignerie. Je le précise parce qu'éventuellement, il va arriver avec un autre raisonnement clé. Il va dire, ça peut pas être juste une beignerie. La propreté joue un rôle important. Standardiser les opérations. Alors, il raconte une petite anecdote amusante dans sa biographie. Il dit que les beignes goûtaient jamais la même affaire au début, dépendant de la beignerie, de l'endroit où tu allais, le Tim Horton que tu visitais. Et qu'il avait même surpris à un moment donné des employés qui jouaient à Ouija pour déterminer la poudre, puis le sucre, puis la farine qu'il faudrait mettre pour faire les beignes, tu vois? Alors lui, il voit ça, il dit, ça n'a pas de maudit bon sens. On va se réunir et désormais, on va s'assurer que partout... Oui, une recette. Très important. Comme va faire Ray Crow avec McDonald's lorsqu'il va acheter les droits sur la concession. Ça prend de la constance dans le produit, dans le fond. Exact. L'important, c'est que peu importe où tu es à travers le Canada, il faut que ça goûte la même affaire. L'autre chose, il faut se donner un nouveau logo. Parce que si on regarde la photo de Tim Horton avec son chandail des Maple Leafs, on va avoir de la visite des Maple Leafs qui vont nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Autre coup de génie, repositionner Tim Horton non plus comme simplement une beignerie, mais comme un endroit, tantôt pour prendre un café le matin, tantôt pour une soupe le midi, tantôt le soir en revenant du boulot parce que j'ai besoin d'un sandwich rapidement. Il va lancer des produits, il va lancer constamment des nouveaux produits. Alors toujours quelque chose de nouveau à annoncer. C'est les fameux trous de beignes qu'il va appeler Timbits. C'est un coup de génie. Il va s'ajuster aux cultures de chacune des provinces. Alors, ce qu'il va constater assez rapidement, par exemple, c'est que les gens de l'Ouest aiment pas leur café tout à fait de la même manière que les gens, par exemple, de l'Ontario ou du Québec. Alors, initialement, le café ne sera pas tout à fait le même. Par la suite, dans ce travail de standardisation, il va dire non, on s'est trompé. On va s'assurer que partout le café soit identique parce que justement, dans cette logique-là de standardisation, ça devient important. Je te donne un autre exemple clé, Gilles. Il arrive au Québec. Il va dire que la plus grande erreur qu'a commis Tim Horton, c'est d'attendre trop longtemps pour envahir le Québec. Et ça va donner du temps à Dunkin' Donuts de prendre la place. Alors, qu'est-ce que les franchisés du Québec très rapidement lui font remarquer? C'est que Dunkin' Donuts offre la soupe. Et que ça pourrait être une idée d'offrir la soupe, ce qu'il n'offre pas nulle part ailleurs au Canada. Alors, il va se faire tordre le bras. Finalement, il va décider d'adopter la soupe. Et qu'est-ce qu'il va constater? C'est que la soupe permet soudainement à Tim Horton d'attirer davantage de clients à l'heure du lunch. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire rapidement? D'instaurer la soupe partout à l'échelle canadienne. Alors, la soupe, c'est une idée qui origine du Québec. L'autre chose qu'il va constater, parce qu'il a pris trop de temps à envahir le Québec, c'est que la compétition est énorme. Alors, ça va lui prendre toujours un petit peu plus de temps à mettre ses billes puis à prendre sa place, au Québec. 2-3 autres petites anecdotes sur la nourriture et la recette Tim Horton, Gilles. La crème. Alors que dans la plupart des restaurants, on t'offre de la crème 10%, la crème qui est offerte au Tim Horton, c'est du 18%. Et il va éviter le plus possible initialement ce qu'on appelle le moitié-moitié aujourd'hui. Les derniers chiffres qui sont disponibles, on vend 80 millions de livres de café par année dans les Tim Hortons au Canada. Et pour assurer évidemment la rentabilité de l'opération, quand Tim Horton va décéder, le joueur de hockey, très vite il comprend qu'il va falloir multiplier le nombre de points de vente, accélérer du côté des promotions également. Entre autres, il va lancer éventuellement le fameux déroule le rebord. Ah oui. Tu connais le déroule le rebord? Quelle bonne idée, ben oui. Qui a donné naissance à un des cas de justice les plus comiques de l'histoire humaine. Hein, ah non, en promotion marketing, qui s'est déroulé au Canada, au Québec. Pas très loin de Montréal. Ça s'est déroulé au Québec, le déroule le rebord, ça déroule longtemps. Oui, non, c'est ça. et je te la raconte rapidement parce qu'elle est trop abusante.
C'est l'histoire de deux petites filles qui sortent de l'école. Alors, les petites filles sortent de l'école, puis comme ça arrive des fois, les enfants, ils taponnent, ils marchent, ils regardent à gauche puis à droite. Et la plus jeune des deux petites filles qui se promène avec l'autre tombe sur un contenant, en fait, un verre de carton de Tim Hortons, de promotion des roules de rebord. Mais le rebord est pas déroulé. Fait qu'elle dit, il est pas déroulé. Fait qu'elle essaie de le dérouler, elle est pas capable. Elle prête à son ami, qui est un peu plus vieille, qui dit, moi, je vais te le dérouler, je vais être capable. Son ami déroule le rebord. Qu'est-ce que tu penses qui se passe, Gilles? Elle gagne? Elle gagne. Elle gagne un char. Okay. Elle gagne une Toyota. OK. Un char de 15-20 000. À qui tu donnes l'auto? Tu donnes l'auto à la fille qui a trouvé le verre ou à la fille qui a déroulé le rebord? Le problème n'arrête pas là, Gilles. Ah non? Il y a quelqu'un qui dit, c'était mon verre à moi. J'ai mis aux poubelles. Ah là, puis je vais vous le prouver, l'ADN dessus. Ma petite bobouche. Arrête, là. Ils sont allés là? Écoute. Finalement, comment ça s'est... en fait, la décision finale, ça a été, c'est la personne qui a trouvé le verre. Et je pense que c'était ça qu'il fallait justement faire. Mais ce que ça démontre, c'est que parfois, au fond, t'es victime de ton succès. Ça marche tellement fort qu'il arrive des drôles d'anecdotes. Qu'est-ce que je pensais qu'il arriverait au bout? C'est que, aussi plate qu'elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas le droit de gagner le char. Ah, ouais. Ou ce qu'on avait pensé l'histoire d'un instant, est-ce qu'on coupe la poire en deux? Mettons que la voiture vaut, 30 000. 15 000 à chacun, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas comme ça que ça s'est décidé à la fin. Ron Joyce, toujours, qui est le génie derrière tout ça, fait un autre constat que je trouve franchement génial, ce qu'on appellerait en marketing, c'est le P pipeline, le P distribution. C'est qu'il réalise assez vite que ça marche plus fort quand il ouvre ses Tim Hortons dans les petites villes, les petites communautés. Et c'est pour ça qu'on a évité longtemps Toronto, même si Tim Hortons avait dans sa carrière joué très longtemps à Toronto. Et pourquoi éviter Toronto? Parce que les terrains coûtent plus cher. Ah, OK. On me dit à l'oreille que c'est la dernière minute de jeu, monsieur. Dernière minute de jeu. Ouais. Alors, je terminerai en te disant, qu'est-ce que je peux te dire en dernière minute de jeu? Tout est bon, là, j'y prends tout. Tu prends tout? Je terminerai en te disant que brièvement, Tim Hortons a été américain, vendu en 95 aux gens de Wendy's. Oh. Pour à peu près, on s'entend pas toujours sur les chiffres selon les sources, on parle de tantôt de 450, tantôt de 600 millions de dollars. Et c'est éventuellement un ami de Gary Bettman, Nelson Peltz, qui, lui, pour maximiser la valeur des actions de Wendy's, lui, ce qu'il prétendait, c'est que à cause que Tim Hortons faisait partie de l'ensemble Wendy's, c'est comme les Américains ne connaissent pas aussi bien Tim Hortons que nous autres, on ne bénéficiait pas de la valeur maximale des actions. C'est ce qui fait qu'éventuellement, on a inscrit des actions de Tim Hortons à la bourse et qu'en 2009, Tim Hortons est redevenu 100% canadien. Je terminerai 10 secondes, Jay? Ah oui, vas-y, ça va bien. En te disant simplement que je pense que le slogan Always Fresh, toujours frais, est franchement un coup de génie. Ah oui, et au moment où on se parle, ce sera mon dernier chiffre, 67% du trafic le matin que l'on observe dans le secteur de la restauration rapide est redevable de Tim Hortons. Donc, c'est un beau succès québécois, c'est un beau succès canadien une fierté également. Oui, c'est une fierté, certainement, parce qu'au Canada anglais, en tout cas, quand je suis arrivé dans le coin d'Ottawa, la première chose que j'ai constatée, c'est que même le dimanche matin, au service à l'auto, il n'était pas rare de voir des files de 10, 12, 15, 20 voitures de personnes qui ne pouvaient pas débuter leur journée sans 50e. Un bon café. Un bon café Tim Hortons. 50 ans de Tim Hortons. Merci. Bye bye, au plaisir. Luc Dupont est professeur en marketing à l'Université d'Ottawa.